J'ai commencé par demander à Franck pourquoi il y avait eu cette longue attente entre l'album numéro 2 et l'album 3. L'envie de faire Zo remonte à il y a 20 ou 21 ans. Et puis il a fallu quelques années pour concrétiser ça. Un temps assez long parce que l'histoire était complexe à mettre en place et puis il fallait tout construire, le zoo, les personnages, la psychologie, tout ça. C'est pas une histoire classique, donc il fallait avancer vraiment au feeling avec Philippe Bonifay, le scénariste. Et puis à l'époque, je mettais aussi au point mon style réaliste, qui n'était pas le cas avant. Je dessinais Broussailles avec toutes les influences de la BD franco-belge, et ça m'a pris du temps aussi, donc j'étais assez lent. Après, je dirais entre le 1 et le 2, j'ai fait beaucoup d'expériences autres, notamment dans le dessin animé, et là j'ai attrapé beaucoup plus de facilité en dessin. Et maintenant, je crois que je suis extrêmement rapide. Donc, si j'ai mis 8 ans entre le 2 et le 3, c'est pas parce que j'ai peiné sur les planches, pas du tout. C'est parce que j'avais tout le temps plein de choses à faire et que Zo était repoussé parce que la BD c'est du long terme et que l'éditeur ne me mettait pas de deadline. Donc voilà, je repoussais tout le temps. Mais à la fin, j'ai senti qu'il fallait y aller et j'ai quasi fait les 3/4 de l'album en 6 mois, couleur comprise. Donc c'est pour vous dire que ça va quand même vite. L'éditeur ne mettait pas de deadline, mais les lecteurs, est-ce que eux, ils mettaient un peu de pression? Ça devait être long pour eux d'attendre la suite. Mais oui, les lecteurs, c'est leur métier. Ils veulent toujours tout de suite et pour pas cher. Donc c'est plutôt flatteur qu'on ne soit pas oublié. Cela dit, c'est pas méchant quoi. J'ai jamais reçu de lettre de menace en disant si vous ne sortez pas à Zo 3 la semaine prochaine, vous aurez une bombe dans... Ça j'ai jamais eu. C'est un besoin pour vous de conserver des projets parallèles, de pouvoir faire d'autres choses? Je sais pas si c'est un besoin, c'est des opportunités qui me tombent dessus. Par exemple, la Warner qui me téléphone un jour de Californie en me disant est-ce que vous voulez participer à un long métrage? Je suis humain, je peux pas dire non. Et alors ça me prend 6 mois, c'est génial et je suis enrichi par ça, par toutes les rencontres, par des nouveaux défis de dessin et voilà. Et puis il y a toujours le personnage de Broussailles qui est toujours vécu en parallèle de tous les autres projets. Est-ce que c'est comme une certaine d'évasion pour un projet un peu plus personnel qui est le personnage de Broussailles par rapport à tous les autres projets de collaboration avec des autres? Oui, Broussailles c'est un peu mon rail central. Il me colle à la peau, c'est mon alter ego adolescent. Et donc oui, je le reprends de temps en temps. Quand j'ai une envie, un projet, le faune, je l'ai fait entre le Zo 2 et le Zo 3 parce que je ressentais vraiment à un moment le besoin de pouvoir ajouter ma très 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 modeste petite pierre au feeling qu'on peut donner, à la réponse qu'on peut donner à ce monde qui va de travers. Et j'avais envie de donner une réponse un peu plus profonde que tout ce qu'on voit dans les médias. Ça finissait par m'énerver et je voulais faire quelque chose quoi. Donc voilà, ça a été un besoin, un moment, et je l'ai fait. Souvent Broussailles, il voyage, il fait les mêmes voyages que vous, il est touché par les mêmes problèmes. Est-ce qu'on peut dire que Broussailles c'est un peu Franck et Franck c'est un peu Broussailles? Ouais, mais qu'un petit peu, c'est un gros mélange, mais c'est dans tout ce que j'ai fait, c'est le personnage qui me colle le plus à la peau quand même. Même si je ne suis plus adolescent et même si le style est un peu daté de Broussailles. Il est né dans les années 70-80 et il avait des longs cheveux. Il était quand même un peu influencé par 68 quelque part. Maintenant ça ne passe plus tout à fait, c'est revenu, mais ça a fait un long détour. Alors ici pour Zo, c'est scénarisé par Bonifay, mais on ressent qu'il y a plein d'éléments typiques de Franck, notamment les dessins d'animaux. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce de scénario sur mesure pour Franck? Ouais, c'est même plus que ça. Philippe était, avant qu'on travaille ensemble, c'était un ami. On s'était rencontrés sur un festival de BD. Et j'ai été le trouver quand j'ai eu envie de faire cette histoire. Je lui ai dit exactement tout ce que j'avais envie de mettre dedans comme contenu. On va pas dire message, mais comme vraiment ce que moi j'avais envie qu'il se dégage globalement de cette histoire-là. La première bonne nouvelle, c'est qu'il était intéressé par ça. Et puis notre collaboration
a vraiment consisté à mettre nos deux univers ensemble. Je crois qu'on ne fait jamais un meilleur travail que quand on met le plus de soi possible dedans, en sachant évidemment ce qu'on fait, hein, ça peut être maîtrisé, mais qu'on soit impliqué. Et il l'a fait tout autant que moi. Alors en plus, bon, c'est un scénariste professionnel, donc il peut se plier à certaines contraintes. Et ce qui donne une histoire qui a l'air d'être, bon, parfois on me le dit, plus du Franck que du Bonifay, mais c'est pas vrai, parce que il a vraiment mis son univers aussi, tout l'aspect psychologique et la fin avec la mort de Célestin, c'est vraiment lui, ça, c'est pas quelque chose qui venait de moi. Moi je suis plus du côté Anna, c'est le parcours d'Anna qui m'intéressait. Pour moi c'est vraiment cette histoire-là, c'est le fil rouge Anna. Pour lui c'est la naissance et la mort d'un groupe. Pour moi c'est une histoire qui a un fond qui frôle un peu le spirituel. Pour lui c'est beaucoup plus psychologique. Pour vous dire que vraiment voilà, on a travaillé chacun notre part, et on a travaillé aussi beaucoup pour que ça se rencontre, et les heures de confrontation, d'échanges, de mélanges de toutes sortes qui ont été nécessaires à aboutir à cette histoire, c'est phénoménal. Il y a eu vraiment beaucoup d'échanges. Alors le zoo qui est décrit dans ces albums, c'est peut-être une espèce de zoo idéal de Franck. Est-ce que Franck, l'humain, pas l'auteur de bande dessinée, aime les autres zoos que ceux qui sont dessinés dans l'album? Ouais, d'abord, c'est pas mon zoo idéal, c'est le zoo de Célestin. C'est un zoo en 1914, donc il est quand même d'une esthétique propre à cette époque-là, magnifique d'ailleurs, hein. Mais comme c'est un médecin, qu'il est assez éclairé, je dirais qu'il a déjà anticipé les règles des zoos modernes dans son zoo 1900, c'est pas mal. Mais mon zoo idéal, c'est pas le zoo de Célestin, c'est celui que je suis en train de construire en Belgique. Enfin, disons concevoir, on n'est pas encore au stade de la construction, j'y travaille depuis 6 ans, et c'est un zoo tout à fait original, puisque le discours qu'on tient aux visiteurs, c'est pas un discours scientifique ou protectionniste comme dans tous les zoos du monde, c'est un discours artistique, parce que j'estime que quand on va au zoo voir des animaux, on cherche profondément quelque chose un contact archaïque, un contact profond, et pas se retrouver sur les bancs d'école comme un écolier à devoir apprendre, voilà, l'ours il pèse autant et il se nourrit de baies et de poissons. C'est très bien, c'est intéressant, mais ça nourrit la tête et pas les tripes, quoi. Et donc moi j'ai envie d'utiliser le canal artistique, et il y aura des ateliers d'artistes partout dans le zoo et des parties muséales sur l'art animalier pour contacter ces choses-là, à côté évidemment des vrais animaux. Donc voilà, le projet est en bonne voie et j'espère ouvrir vers 2011-2012. Le travail que vous faites en sculpture, là il y a le personnage qui fait de la sculpture dans les albums. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec la création de ces albums-là, ou c'est quelque chose qui existait déjà avant? Non, ça existait avant. En même temps que la BD, j'étais touché par la sculpture très jeune. Vers 14-15 ans, j'avais lu une biographie romancée de Rodin. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. C'est une vie d'artiste, en plus un artiste 19e, ce qui était encore très différent de l'artiste moderne contemporain. C'était ça que je voulais faire. Et donc c'est avec ces préceptes de Rodin que j'ai abordé la BD. Donc la sculpture a toujours été comme ça, en filigrane dans mon travail. Je l'ai pas vraiment développé parce que j'avais pas le temps, puis ça fait déjà beaucoup apprendre à faire la BD. Mais voilà, avec les années qui sont passées, c'est remonté. Et, avant, je faisais une pièce régulièrement, une fois par an, tous les 2 ans, comme ça. Et puis maintenant, j'essaye d'en faire plus. Elles sont commercialisées, on peut les montrer dans des expos. C'est chouette, mais bon, je me sens encore très amateur en sculpture. C'est vraiment pour le plaisir. Quelque chose moi que j'aime beaucoup dans les albums zoo, c'est le travail sur la lumière. Est-ce que ça m'a fait penser moi certains peintres classiques qui exploraient vraiment ce côté, notamment des planches sombres avec un élément de couleur qui ressort. Est-ce que c'est une influence de certains peintres dans ce sens de dessin? C'est plus que ça. C'est une fascination pour les effets de lumière et le fait que la lumière est le vocabulaire qu'on peut utiliser pour
transmettre des choses indicibles. On voit bien dans les peintures ou toute l'imagerie religieuse, quand on veut montrer le Saint-Esprit sur la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'on fait? Un halo de lumière. Quand on veut montrer les enfers, on commence par plonger le tableau dans les pénombres et puis on met des petites touches de feu. Voilà, ça résume un peu l'aspect symbolique de la lumière. Et comme dans cette BD, on parle de l'âme d'Anna et de son problème avec un sens très, instinctif qui est l'odorat, il fallait des moyens comme ceux-là pour pouvoir réveiller ça chez le lecteur. Donc voilà, d'emblée, la lumière s'est imposée comme un des canaux privilégiés pour raconter l'histoire. Et c'était un plaisir total d'explorer ce moyen-là, peu employé quand même encore en BD. Peut-être plus maintenant, mais quand j'ai commencé Zo il y a une vingtaine d'années, c'était quand même pas courant. Et puis ça rejoint aussi tout un travail de photographie, que ce soit dans l'art de la photo ou dans le cinéma, où là les auteurs ne se sont pas privés d'utiliser la lumière et l'ombre pour s'exprimer, c'est clair et net. Et puis en plus, les photos 1900, l'époque de Zo, sont extrêmement saturées de lumière et d'ombre. C'est surexposé, sous-exposé, il y a du grain, il y a des halos, il y a tout ça. Souvent ça échappait aux photographes, mais ça, il y a des effets magnifiques, des effets miraculeux qui se produisent à ces moments-là. Et c'est ça que j'avais un peu envie de récupérer. C'est pour ça que je noircis les coins, par exemple, des cases, pour avoir ce côté... voilà, on met le projecteur au centre, mais sur les côtés de la case, de l'image, on voit déjà moins ce qui se passe, et ça m'intéresse. On poursuit avec l'entrevue qu'il nous a accordée. Franck, c'est un auteur qui évolue beaucoup au fil de sa carrière. Si on prend Broussailles par exemple, on voit l'évolution du dessin, mais aussi des thématiques. Zo, c'est un dessin vraiment très différent où Franck expérimente d'autres techniques dans des planches que personnellement je trouve somptueuses avec un dessin magnifique. J'ai voulu savoir si Franck aimait se donner des buts ou des contraintes pour pouvoir pousser son dessin vers des formes différentes. Non, c'est pas comme ça que je le vois, parce que ça, ce serait une démarche formelle, et les démarches purement formelles, je m'en méfie beaucoup, parce que ça pédale vite dans le vide. Pour moi, le fond prime sur le formel, donc sur la forme. Donc en fait, là, c'était vraiment un domaine d'exploration propre à cette histoire-là. Il est possible qu'en abordant un autre type d'histoire, j'aille dans une toute autre direction, mais ce sera guidé par ce que je dois exprimer. Maintenant, c'est sûr que ces moyens-là viennent de l'intérieur, quelque part, il y a une alchimie, mais c'est l'histoire qui dicte les choix. Pour en revenir un petit peu au personnage de Broussailles, un personnage qui est pratiquement né un peu par hasard dans les pages de Spirou. Avec le temps, il y a des albums comme par exemple les baleines publiques qui sont devenus un peu comme intemporels. En tout cas, moi c'est comme ça que je les vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient comme ça. Est-ce que vous vous attendiez à ça à l'époque où vous avez fait ces albums-là, que ce soit quelque chose qu'on peut encore relire de manière intemporelle maintenant? Je suppose que on a bénéficié de cette énergie quand on a conçu avec Baum cette première histoire de Broussailles, une énergie un peu d'audace. Il faut rappeler le contexte, c'était le catalogue traditionnel du Puy, grand public, très sage, très rangé des voitures comme ça, hein, c'était familial. Et puis nous on débarquait avec une envie de faire une histoire un peu surréaliste belge, se rattacher en même temps à une tradition. Mais dans la BD, ça faisait quand même un peu désordre. Et je me rappelle que ils ont accepté notre histoire à la rédaction Spirou en se disant que ça marcherait jamais. Mais bon, c'était les petits jeunes, on va les laisser faire, c'est pas grave. Ça remplit les pages du journal à bon marché. C'était vraiment à l'époque, c'était comme ça qu'ils réfléchissaient. Même s'ils trouvaient ça sympathique, hein, mais ils y croyaient pas trop, quoi. Puis ils ont été étonnés par l'histoire elle-même et puis le retour qu'on a eu des lecteurs. Et donc, comme on faisait un truc un peu casse-gueule, on s'est donné un maximum de garde-fous pour que ça reste quand même une histoire qui tienne la route, quoi.
Et apparemment, ça a un peu marché. Donc... Ça a marché, je le confirme. Par rapport à cette époque-là où sont nés des personnages comme Broussailles, est-ce que vous trouvez que le travail dans le monde de la bande dessinée actuellement a beaucoup changé, ou alors finalement c'est la même chose mais dans un contexte qui est peut-être un peu différent? Ouais, c'est sûr que ça a changé. Le travail pour les auteurs est quand même nettement plus conditionné par le commercial. Quand j'ai commencé, et pendant quelques années encore, ce qui faisait la différence entre les auteurs, c'était la qualité de leur travail. Ça paraît évident. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a plein de choses de qualité. Mais ce qui fait la différence pour tout le monde, c'est un consensus général et ça dépasse de loin la BD, c'est les chiffres. Si vous vendez beaucoup, on va parler de vous. Si vous vendez pas, vous êtes peut-être bon, mais ça n'intéresse personne. Et ça, c'est une différence fondamentale qui doit être très difficile à vivre pour les jeunes. Parce qu'avant de gravir et de faire du chiffre, il faut déjà pédaler, il faut déjà un sacré talent. Il y en a qui y arrivent, mais bon voilà. Bon, il se fait qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qu'avant qui veulent faire de la BD et qu'ils ont beaucoup plus de culture en démarrant qu'à notre époque. Mais je pense que c'est plus difficile pour eux. Ouais. En même temps, les exigences sur le dessin sont moindres. J'ai l'impression que maintenant, avec la nouvelle BD française, le dessin est un peu passé par la poubelle et on peut dessiner un peu n'importe comment. Du moment qu'on sait raconter une histoire, ça passera. Si l'histoire est forte, bon, ça va. Si on a un ton, si on a un peu d'agressivité ou un peu de poésie, tout ça, ça passera assez facilement même. À notre époque, il fallait savoir dessiner, quoi. Et donc ça, ouais, ça a changé. Une grosse différence sans doute aussi, c'est la disparition de beaucoup de magazines de bande dessinée qui permettaient beaucoup d'espace de création pour les jeunes auteurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez beaucoup? Bah, ça c'est les temps qui changent. Maintenant, il y a moins de journaux, mais il y a peut-être toujours autant de fanzines, il y a toujours autant de gens qui sont intéressés par publier des planches de jeunes dans des journaux professionnels, le journal du dentiste, le journal des assurances, machin. Ces bandes d'essais-là existent toujours pour les jeunes. Et puis, on publie quand même énormément de bouquins chaque année, de plus en plus. Donc les éditeurs cherchent quand même aussi beaucoup, hein. Et puis il y a toutes sortes de petits éditeurs maintenant qui sont prêts à publier à quelques centaines d'exemplaires, ce qui n'existait pas du tout quand moi j'ai commencé. Donc voilà, c'est vraiment le monde qui change, les conditions ont changé. Je ne sais pas si c'est mieux qu'avant, je ne sais rien. C'est différent, voilà. Pour conclure, les projets, est-ce qu'on va s'attendre à un retour de Broussailles pour un autre album? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, à part le fameux zoo de Belgique? Oui, il y a le premier projet qui devrait sortir. Non, c'est pas le premier. Il y a un gros projet qui est sur la table, disons comme ça. C'est un Spirou et Fantasio one shot. Alors, il y aura fin de cette année, fin 2008 pour les fêtes, un beau livre chez Dupuis qui est un livre d'hommage à des personnages de BD. Donc j'ai fait des portraits à l'ancienne de personnages connus, de Mesmaquer, Tournesol, Isabelle, de Will, des personnages que j'ai bien aimés, qui m'ont marqué. Un peu comme si j'avais rencontré leur modèle dans la vie et que j'avais eu envie de faire leur portrait comme Rembrandt ou Rubens. Voilà. Et ça a plu à l'éditeur. Il y a eu une expo, bon, il y a eu déjà tout un travail autour de ces portraits-là. Et maintenant, ils vont sortir un beau livre avec, à côté des dessins, des textes sur ces personnages-là par des gens connus. Il y a Jacques Chirac qui va faire un texte sur je ne sais plus qui. Il y a Christine Ockrent. Il y a plein de gens connus comme ça, des sportifs qui vont s'amuser à parler de la BD. C'est rigolo. Voilà. En ce qui concerne Zo, il y aura aussi un livre 4 qui sera plus un beau livre d'images, mais aussi avec un peu de BD, avec du texte, sur l'univers de Zo. Et puis avec Philippe Bonifay, on pense quand même, non pas faire une suite, mais réutiliser les personnages et l'univers de Zo pour raconter une autre histoire.
Voilà, c'est la fin de cette rencontre avec Franck ou Franck P. Entrevue réalisée dans le cadre donc du Festival international de la BD de Québec. On a essayé d'en savoir un peu plus sur ce projet de Spirou et Fantasio One Shot, notamment pour savoir qui allait s'occuper du scénario, mais Franck a préféré rester un peu discret sur ce sujet pour le moment.